Mon père a témoigné contre moi, jurant que je suis un faux vétéran. Alors que le juge s'apprêtait à parler, scellant mon sort, une voix a soudainement interrompu, « S'il vous plaît. Juste un moment. Il existe une douleur particulière, celle qui naît du doute exprimé par la personne qui vous a élevé. Pas de la colère, pas du choc, juste ce vide abyssal qui s'installe lorsqu'on réalise que l'amour n'a jamais été synonyme de respect. Pendant des années, j'ai baissé la tête, tout fait dans les règles, espérant qu'un jour il me regarderait et verrait autre chose qu'une déception. Mais dans ce prétoire, quand mon père s'est levé, a pointé son doigt droit sur moi et a dit au juge, « Elle ment. Elle n'a jamais servi, j'ai senti quelque chose prendre fin. » Ce n'était pas notre relation, moribonde depuis des années. C'était mon silence. Car à cet instant, j'ai su que la fille qu'il pensait pouvoir briser avait disparu. Et l'homme qui m'avait enseigné l'honneur était sur le point d'apprendre sa véritable signification. Je n'aurais jamais pensé que la première voix à m'accuser viendrait de l'homme qui m'avait appris à parler. Le tribunal d'Annecy, en Haute-Savoie, semblait plus froid qu'il n'aurait dû. Une froideur qui ne venait pas de la climatisation, mais des gens assis, trop immobiles, attendant qu'un événement cruel se produise. Les bancs en bois craquaient sous le poids de la curiosité d'une petite ville. Tous les regards se tournèrent vers l'avant où mon père, Marcel Dubois, se tenait, le menton haut, les épaules carrées, comme s'il était de retour à l'église, sur le point de délivrer une vérité qu'il croyait sienne. Il me pointa du doigt. Sa voix ne trembla pas. Elle n'a jamais servi un seul jour dans l'armée de l'air et de l'espace. Elle a tout inventé. Chaque mot frappait avec la précision d'un marteau. L'avocat à ses côtés, un ancien ami de la famille qui dînait autrefois à notre table, hocha la tête comme s'il venait d'entendre les saintes écritures. Le juge baissa les yeux sur le dossier devant lui, son expression illisible. Je ne bougeais pas. Mes mains restèrent jointes autour de la bague en argent gravée de 2 petites ailes, la même que je portais depuis des années comme un rappel de quelque chose de simple et de pur. Un but. Ses bords s'enfonçaient dans ma paume, m'ancrant au sol, me maintenant droite. Il en dit plus, dit que j'avais bâti un mensonge, que j'en avivais, que j'avais transformé la mort de ma mère en une prophétie. Ma fille a menti sur le fait d'avoir servi ce pays. C'est à ce moment-là que tout en moi devint silencieux. Pas engourdi, juste silencieux, comme si le son s'était retiré dans un coin lointain de la pièce, me laissant seul avec l'écho de mon propre pouls. Les gens commencèrent à murmurer, le faible bourdonnement d'étrangers se nourrissant du scandale. Je le regardais, cherchant une lueur de reconnaissance, une trace de l'homme qui m'avait montré un jour comment tenir fermement une clé à molette, qui m'avait hissé sur ses épaules pour regarder les meetings aériens au-dessus de la base de Chamonix. Mais tout ce que je vis, c'était un inconnu dans un costume trop serré au cou, la mâchoire crispée de fierté ou de douleur. Peut-être les deux. Le juge se tourna vers moi. « Mademoiselle Dubois, souhaitez-vous répondre ?» Je sentis chaque mot qui voulait sortir. Des années d'endurance silencieuse pressant contre mes dents. Mais je savais que si j'ouvrais la bouche, ce ne serait pas la raison qui en sortirait. Ce serait tout le reste. « Pas aujourd'hui, votre honneur. » Il hocha la tête une seule fois. Le son de son marteau suivit, sec, final, résonnant contre les murs comme une petite explosion. La séance est levée. La salle commença à se vider, les pieds traînant, les chuchotements s'élevant. Je restais assise. La bague s'enfonçait plus profondément dans ma peau. Sur la table devant moi se trouvait ma carte du combattant, légèrement pliée par des années passées dans un portefeuille que je n'ouvrais que rarement. La lumière fluorescente au-dessus vacillait, projetant des reflets ternes sur le stratifié. Quelque part entre le marteau du juge et le grincement de la dernière porte se fermant, je réalisais que quelque chose avait changé. Pas en lui, en moi. Pendant si longtemps, je m'étais dit qu'il y avait encore un pont entre nous. Fragile, peut-être, mais debout. Que sous sa déception et son silence, il y avait un amour enterré assez profondément pour survivre aux dégâts. Mais quand il a prononcé ces mots devant tout le monde, il n'a pas seulement brûlé le pont. Il s'est retourné et l'a regardé tomber. Je restais assise là jusqu'à ce que la greffière commence à empiler des papiers en pile nette, ses talons claquant sur le sol. Le son me rappelait un métronome, marquant le temps entre ce qui était et ce qui allait suivre. Dehors, le ciel au-dessus des Alpes était d'un gris terne. Un unique rayon de soleil perça les nuages et atterrit sur l'emblème métallique de ma bague. Pendant une seconde, il brilla. Et je pensais à toutes les fois où je m'étais accroché à la foi en lui.
La foi que si je restais silencieuse, patiente, il finirait par me voir pour qui j'étais. Maintenant, je voyais ce que cette patience m'avait coûté. Lorsque l'huissier appela mon nom, je me levai, lissai ma veste et forçai mes jambes à bouger. Le bruit de mes bottes contre le carrelage était la seule chose qui m'empêchait de m'effondrer. En atteignant l'embrasure de la porte, je me retournai une dernière fois. Mon père était toujours là, rangeant ses papiers avec l'avocat, ne me regardant pas, même pas par accident. J'attendis qu'il lève les yeux. Il ne le fit pas. C'est à ce moment-là que le poids des années s'installa. Toutes les petites coupures de sa désapprobation, les rejets silencieux, la façon dont il n'avait jamais demandé comment j'avais survécu aux épreuves que j'avais traversées, chacune s'additionnant jusqu'à maintenant. Quand il a finalement transformé ses doutes privés en accusations publiques, l'air du tribunal sentait encore la poussière et le vieux vernis. Quelque part au-dessus de moi, le ventilateur de plafond tournait lentement, brassant le même air vicié que je respirais depuis l'enfance. Comment en étions-nous arrivés là? La pensée vint sans y être invitée, s'élevant comme un murmure que je ne pouvais faire taire. Aucune réponse, seulement l'écho de cette question s'étirant dans mon esprit. Je sortis dans l'air fin de la montagne, le froid mordant plus fort que dans mon souvenir. Pour la première fois depuis des années, je ne ressentis pas le besoin de m'expliquer, de réparer, de lui faire comprendre. J'avais passé trop de temps à croire que le silence était le moyen de lui survivre. Mais maintenant, je savais que le silence était ce qui avait construit la cage, et j'en avais fini d'être assez petite pour y tenir. Ce qu'il ne savait pas, ce que personne dans ce tribunal ne savait, c'était que la vérité qu'il avait tenté d'enterrer avait déjà commencé à s'éveiller, et que lorsqu'elle se lèverait, elle ne demanderait pas la permission. J'ai grandi à l'ombre des Alpes, où les hivers s'éternisaient et où le bruit des moteurs à réaction de la base aérienne de Chamonix était ce qui se rapprochait le plus d'un battement de cœur. La ville sentait le pétrole et le fer, les hommes en lourde veste et les femmes qui travaillaient 2 fois plus dur pour être entendus à moitié. Mon père appartenait à ce rythme. Il était mécanicien pour l'unité de véhicules de la garde nationale, un homme qui faisait plus confiance au métal qu'aux gens, à l'ordre plus qu'à l'émotion. Ses mains étaient toujours noircies de graisse, ses jointures craquelées et marquées de cicatrices, son silence confondu avec de la force. Il croyait que le monde fonctionnait selon des règles, et que les hommes étaient destinés à les faire respecter. Ma mère, Diane, ne correspondait pas à son moule. Elle travaillait comme bibliothécaire à l'IUT, petite, la voix douce et d'une patience infinie. Là où il vénérait les boulons et les clés dynamométriques, elle aimait les mots. Elle glissait des livres dans mes mains quand il ne regardait pas. Des livres sur les vols spatiaux, l'aérodynamique, l'histoire de l'aviation. Tu n'as pas besoin d'être bâti comme ton père pour appartenir au ciel, murmurait-elle. La plupart des après-midi, je me faufilais dans le garage pendant qu'il travaillait, prétendant lui chercher des outils justes pour être près de l'odeur du kérosène et de l'acier. Je traçais mes doigts sur les entrailles ouvertes d'un moteur qu'il reconstruisait, fasciné par la façon dont tout était connecté. Il levait les yeux, s'essuyait les mains sur un chiffon et souriait avec dédain. Tu vas te casser les ongles, pas réparer le monde. Je ne répondais pas. J'ai appris très tôt que le silence le mettait plus mal à l'aise que la défiance. Mais ces quelques mots, mi-insulte, mi-prophétie, allumèrent quelque chose en moi. À 19 ans, je me suis engagé, non par rébellion, ni même par patriotisme. C'était le seul langage qu'il me restait pour lui prouver qu'il avait tort. Le jour de mon départ, je me tenais sur le porche avec mon sac de paquetage, attendant qu'il sorte, qu'il dise quelque chose, n'importe quoi. Il ne l'a jamais fait. La porte est restée fermée. Maman m'a conduite à la gare routière. Elle portait son pull du dimanche, son visage pâle mais fier. Lorsque les sergents instructeurs ont appelé nos noms un par un, je me suis retourné et je l'ai vue tenant un petit bouquet. Des œillets, à moitié fanés, achetés à la station-service en chemin. Elle l'agitait comme si c'était un drapeau. Je lui ai fait un signe de la main en retour et j'ai ravalé la boule que j'avais dans la gorge. Les classes m'ont tout enlevé. Confort, sommeil, excuses. J'étais l'une des 3 femmes de mon unité. L'air sentait la sueur et le diesel, et chaque ordre était aboyé comme si le volume lui-même pouvait mesurer ma valeur. Mais j'ai appris vite, appris à bouger plus vite, parler moins, écouter plus, comment prendre de la place sans m'en excuser. Quand on m'a envoyé aux opérations radar, j'ai trouvé mon rythme, le bourdonnement des machines, le sifflement de la statique, la voix à l'autre bout des communications. C'était mon monde. Chiffres,
coordonnées, trajectoire de vol. Ce n'était pas glamour, mais c'était important. On apprenait à faire plus confiance à ses instruments qu'à ses instincts. Puis il y a eu la réunion. Un cyclone de catégorie 5 a ravagé l'île comme un monstre sans nom. Les pistes ont été inondées. Les communications sont tombées. Les avions étaient dispersés dans le ciel, cherchant un endroit où atterrir. Le courant a vacillé, puis s'est éteint complètement, et nous sommes passés au générateur de secours. Pendant 18 heures d'affilée, j'ai tenu la console, trempé de sueur et de peur, guidant des avions cargo vers des bandes de béton qui tenaient à peine. Chaque voix sur cette fréquence semblait la même. Désespérée, brisée, humaine. Et j'ai continué à parler. Calme, précise. Echo 7, maintenez le cap Echo 7, vous êtes autorisé à descendre. À l'aube, 24 personnes étaient en vie alors qu'elles n'auraient pas dû l'être. Quand la tempête s'est calmée, le commandant m'a appelé dans sa tente. Il m'a tendu une note manuscrite et une citation. Sang-froid exceptionnel dans des conditions critiques. Puis il a ajouté, presque nonchalamment, vous avez mérité votre indicatif d'appel. Echo 7. Ce n'était pas une médaille, mais pour moi, c'était tout. Des mois plus tard, quand ma mission s'est terminée, je suis rentré en avion avec cette note pliée dans ma poche et le sentiment, peut-être stupide, que mon père me verrait enfin comme plus qu'une fille jouant avec des outils. Le trajet depuis l'aéroport semblait interminable. Le ciel au-dessus de la Haute-Savoie était vif et bleu, les montagnes encore saupoudrées de neige. Quand je suis entré dans la maison, il était dans le garage, comme toujours, les coudes plongés dans un bloc moteur. Je suis resté là un moment avant de poser la petite épingle en argent, celle qui portait mon indicatif d'appel, sur l'établi à côté de lui. Il l'a regardé, puis m'a regardé. Tu réparais des avions, pas des gens, a-t-il dit sèchement. Ne te dis pas une ancienne combattante. Je me souviens avoir ri, mais ce n'était pas de l'humour. C'était de l'incrédulité. J'avais passé des années à courir après son approbation, et il l'a démantelée en un seul souffle, comme une autre pièce cassée qu'il n'avait pas la patience de réparer. J'ai ramassé l'épingle, l'ai remise dans ma poche et je me suis dit que je m'en fichais. Mais la vérité, c'est que ça m'importait. Chaque mot qu'il a dit ce jour-là a vécu sous ma peau. À ce moment-là, quelque chose de petit et de sacré en moi a commencé à se fracturer. Parce que dans son monde, le service ne comptait que si l'on rentrait ensanglanté. Si l'on n'avait pas combattu en première ligne, on n'avait pas combattu du tout. Et dans son esprit, les femmes n'avaient leur place nulle part près du combat. J'ai porté ces mots avec moi comme des éclats d'obus. Pas visibles, pas mortels, juste assez profonds pour me rappeler chaque jour que, peu importe mes efforts, il ne me verrait jamais comme étant assez. Je ne le savais pas à l'époque. Mais cette mission, Echo 7, était classifiée. Elle n'apparaîtrait sur aucun dossier public. La lettre de citation, les journaux de bord, les enregistrements, tout était scellé sous l'habilitation du ministère des Armées, ce qui signifiait qu'un jour, quand quelqu'un essaierait de m'effacer, il trouverait l'ouverture parfaite. Et mon père, l'homme qui avait dit un jour qu'il croyait en l'honneur par-dessus tout, serait le premier à la saisir. 8 ans de service se sont terminés par une poignée de main, un drapeau plié et un certificat indiquant une libération avec mention honorable. C'était censé signifier que j'en avais fait assez, que je pouvais rentrer à la maison et construire quelque chose de stable. J'ai trouvé un petit appartement près d'Annecy et j'ai commencé à enseigner la maintenance aéronautique à l'IUT. Mes étudiants étaient pour la plupart des jeunes qui avaient grandi autour des moteurs comme moi. Fils de mécaniciens, filles d'aviateurs, tous poursuivant une version du vol qu'ils pouvaient toucher de leurs mains. La vie était calme, prévisible. J'ai appris à remplir le silence avec le travail. Comment sourire juste assez pour passer pour satisfaite. Pendant un temps, j'ai cru que c'était suffisant, jusqu'à l'appel téléphonique qui a tout brisé. Maman était partie. Cancer du poumon. Cela n'a pas semblé réel jusqu'à ce que je voie la neige. Le jour des funérailles, la région était couverte de blanc, une sorte de pureté cruelle qui donnait à tout un air intact, même au chagrin. Des gens de la bibliothèque sont venus, des voisins aussi. Mais tout ce que je pouvais voir, c'était sa chaise près du cercueil, vide. Mon père n'a pas parlé de toute la cérémonie. Il se tenait les mains jointes dans le dos, la mâchoire serrée, regardant droit devant lui. Quand le prêtre nous a invités à dire quelque chose, j'ai pensé que peut-être, juste peut-être, il raconterait une histoire.
Une de ces petites histoires que seul un mari pouvait connaître. Il ne l'a pas fait. Quand ce fut mon tour, j'ai à peine réussi à prononcer une phrase. Elle m'a appris à lire le ciel, ai-je dit, puis je me suis arrêté car ma voix s'est brisée. Après l'enterrement, tout le monde est retourné à sa voiture. Il ne m'a pas regardé, n'a même pas hoché la tête. Le silence qui avait toujours existé entre nous semblait maintenant permanent, comme du ciment séchant autour de tout ce que nous n'avions jamais dit. Les semaines passèrent dans un flou de paperasse. Un après-midi, l'avocat de la famille m'a appelé à son bureau. Le radiateur bourdonnait faiblement contre le froid de l'hiver alors qu'il me tendait le testament. Maman avait laissé la maison et un modeste compte d'épargne. Mon nom était sur les deux. Elle avait ouvert ce compte des années plus tôt, quand je m'étais engagé. Chaque mois, j'envoyais de l'argent à la maison pour ses traitements, et chaque mois, elle refusait d'en dépenser un centime, jusqu'à sa mort. Je ne savais pas si je devais pleurer ou la maudire de l'avoir épargnée. Quelques jours plus tard, une lettre de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, ONAC, est arrivée dans ma boîte aux lettres. Approbation de l'allocation pour aidant familial. Une petite allocation accordée aux militaires qui avaient pris soin d'un membre de leur famille en phase terminale. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était comme une reconnaissance, le genre qui ne vient pas des médailles ou des applaudissements. Ce soir-là, j'ai posé la lettre sur la table de la cuisine. Le papier était encore impeccable, l'encre nette. Je l'ai laissé là pour que mon père la lise quand il passerait. Je pensais qu'il serait peut-être fier que quelque chose que j'avais fait, quelque chose de mes années de service, ait aidé à prendre soin de maman. Il est arrivé 1 heure plus tard, ses bottes laissant des traces de neige sur le carrelage. Je lui ai parlé de la lettre de l'ONAC, de ce qu'elle signifiait. Il a écouté en silence, la mâchoire se crispant, les yeux parcourant la page. Puis il a frappé la table de sa main, a saisi la lettre et l'a jetée par terre. « Alors c'est ce que tu fais maintenant ?» dit-il, la voix rauque. « Tu te sers de ton service pour toucher des chèques de ta mère morte. » Les mots ont frappé plus fort que n'importe quel ordre que j'avais jamais reçu. Je me suis penché, j'ai ramassé le papier. Il était légèrement déchiré sur le bord. Un coin taché de graisse de sa main. J'ai essayé de parler, d'expliquer, mais ma gorge s'est nouée autour des mots. Il est sorti sans regarder en arrière. La porte d'entrée a claqué et le son a résonné dans la cuisine comme un verdict. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis resté assise sur le canapé, la lettre sur mes genoux, la neige dehors brillant sous la lumière du porche. Le monde était immobile, mais je sentais quelque chose bouger sous mes côtes. Une lente brûlure, le début de quelque chose que je ne pouvais pas encore nommer. 1 mois plus tard, une enveloppe du palais de justice d'Annecy est arrivée. Elle était fine, presque sans poids. Je l'ai ouverte, ne m'attendant à rien de plus qu'un autre formulaire juridique concernant la succession de maman. Ce n'en était pas un. À l'intérieur se trouvait une assignation en justice. Mon père avait déposé une plainte. Représentation frauduleuse du statut d'ancien combattant à des fins de gains financiers personnels. J'ai fixé les mots jusqu'à ce qu'ils deviennent flous. Sous les accusations tapées, une petite section listait les coordonnées du plaignant. C'était là. Marcel Dubois, Garage Dubois et Fils. Pendant un long moment, je suis resté assise là, le papier tremblant entre mes doigts. Le radiateur cliquetait doucement derrière moi. Et quelque part au loin, une déneigeuse raclait la route. Le monde continuait, ignorant que le mien venait de s'effondrer. Il ne s'agissait pas d'argent. Il n'en avait jamais été question. Il s'agissait de preuves, de contrôle, de la version de moi dont il avait besoin pour exister afin de rester entier. J'ai essayé de me dire que ce ne pouvait pas être lui, que peut-être quelqu'un d'autre l'y avait poussé. Mais je savais que non. J'avais déjà vu ce regard. Le même qu'il y a des années, quand je lui avais montré l'épingle de l'armée de l'air. Quand il m'avait dit de ne pas me considérer comme une ancienne combattante. J'ai plié la lettre soigneusement, les glissé dans l'enveloppe et les posé sur le comptoir. Mes mains ne cessaient de trembler. Cette nuit-là, j'ai trouvé la vieille Bible de famille sur l'étagère, celle que maman gardait cachée sous le tiroir de son tablier. Elle y avait griffonné des notes, des recettes, des rappels, des bribes d'espoir. Sur l'une des dernières pages, de son écriture bouclée, j'ai trouvé une ligne que je n'avais jamais remarquée auparavant. Sois bonne même quand cela te coûte. J'ai fermé le livre,
les presser contre ma poitrine et j'ai réalisé à quel point cette bonté lui avait coûté, à quel point elle me coûtait maintenant. J'ai pensé à mon père, assis quelque part en ville, probablement à la même table de cuisine, le même silence entre nous, se convainquant qu'il avait raison, qu'il protégeait sa mémoire ou qu'il me punissait pour quelque chose qu'il ne pouvait se pardonner. Je voulais le haïr. Vraiment. Mais la haine demande de l'espace. Et je n'en avais plus. Tout ce que j'avais, c'était l'incrédulité qu'un homme puisse détruire son propre sang juste pour garder sa fierté intacte. Je suis allé à la fenêtre, j'ai regardé la neige qui tombait encore sous le lampadaire et j'ai murmuré à personne, « Tu as déjà pris assez. Papa, ne prends pas ça aussi. » Mais au fond de moi, je savais qu'il l'avait déjà fait. Et ce que ni l'un ni l'autre ne réalisions encore, c'est que ceci, ce simple acte de trahison, serait la chose qui changerait tout. Ce n'est pas la maladie qui a tué ma mère qui a brisé notre famille. C'est le silence qui l'a suivi, celui qui attend des années son tour pour détruire autre chose. Je pensais avoir appris à vivre avec le doute. C'était quelque chose que je portais depuis l'enfance. Silencieux, invisible, comme un bruit de fond. Mais rien ne vous prépare au genre de silence qui vient d'un système effaçant votre vie, une ligne à la fois. La première fois que je l'ai vu, j'ai cru que c'était un bug. Sur le portail de l'ONAC, sous bêta de service, mon écran a clignoté 2 fois avant de s'arrêter sur un résumé court et stérile. Historique de service 2005 à 2012. Aucun déploiement actif confirmé. J'ai fait défiler la page encore et encore, m'attendant à ce que quelque chose se charge, un fichier manquant, un onglet caché, n'importe quoi. Mais les 2 années qui comptaient le plus, les années où j'avais servi sous l'indicatif d'appel Echo 7, avaient disparu. J'ai rafraîchi la page jusqu'à ce que le curseur cesse de clignoter, comme si la base de données elle-même avait décidé que mon service n'existait pas. Mon cœur battait lentement et lourdement, comme si quelque chose se brisait en moi et que j'attendais juste d'entendre le bruit. Le lendemain matin, je me suis rendu au bureau de l'ONAC dans le centre d'Annecy. La salle d'attente sentait le café brûlé et l'air recyclé. Les murs étaient tapissés d'affiches délavées sur les avantages pour les anciens combattants. Quand mon numéro a été appelé, je me suis assise en face d'une employée d'âge moyen aux yeux fatigués. Elle a tapé rapidement, puis a froncé les sourcils. Quelqu'un a demandé un audit de vérification sur votre dossier le mois dernier, a-t-elle dit, tournant légèrement le moniteur vers moi. La demande provenait de cette adresse. Le numéro de fax imprimé sur le papier m'était familier. Je l'ai regardé, essayant de donner un sens aux lettres. Garage Dubois et Fils. Pendant une seconde, mon cerveau a refusé de faire le lien. Puis il l'a fait. Le garage de mon père, son nom, son email. L'employé a dit autre chose, mais je ne l'ai pas entendu. J'ai hoché la tête, pris la copie qu'elle a imprimée et suis sorti sur le parking où le vent transperçait ma veste. Mes mains tremblaient, le papier frémissant entre elles comme s'il savait déjà ce que je ne voulais pas admettre. Ce soir-là, je suis retourné à la vieille maison en bois où j'avais grandi. La lumière du garage était toujours allumée, comme elle l'avait toujours été, cette douce lueur jaune contre l'obscurité. Il était là, s'essuyant les mains sur un chiffon, penché sur un bloc moteur. Pendant un instant, je suis resté dans l'embrasure de la porte, à le regarder. « C'est toi qui as fait ça ?» ai-je finalement demandé, ma voix plus basse que je ne l'avais prévu. Il n'a pas levé les yeux. « J'ai demandé la vérité », a-t-il dit. « Si tu as servi, prouve-le. » J'ai senti quelque chose se tordre en moi. Pas encore de la colère, juste de l'incrédulité. Tu étais censé croire en moi. La croyance ne répare pas les mensonges. Les mots ont atterri plus lourdement que le son qu'ils ont fait. Il l'a dit comme si de rien n'était, comme si nous nous disputions à propos d'un outil qu'il ne trouvait pas. Ses yeux sont restés sur la machine, ses mains stables, son visage calme. C'était comme si je n'étais même pas dans la pièce. Je l'ai regardé pendant un long moment, attendant qu'il tressaille, qu'il montre un signe que cela le blessait aussi. Il ne l'a pas fait. Le bourdonnement de la lumière au-dessus a rempli le silence. Quand je me suis finalement tourné pour partir, il n'avait toujours pas levé les yeux. En rentrant par les rues vides, j'ai regardé sa silhouette rétrécir dans le rétroviseur jusqu'à ce qu'elle disparaisse complètement. La neige avait recommencé à tomber, légère et fine, le genre qui semble inoffensif jusqu'à ce qu'elle recouvre tout. À la maison, j'ai sorti la boîte de rangement en métal que je gardais sous mon lit, ma propre version d'une capsule temporelle.
À l'intérieur se trouvaient des morceaux d'une vie qui ne semblait plus compter. Quelques photos floues en uniforme, une lettre de citation pliée et une note écrite de l'écriture serrée de mon commandant. E7 autorisé pour opération secondaire. Maintenir la chaîne classifiée. Ce n'était pas grand-chose. Pas légalement, pas officiellement, mais c'était à moi. La preuve que les choses dont je me souvenais s'étaient réellement produites, que je n'avais pas imaginé le bruit, la peur, les heures passées dans la tempête à sauver des gens que je ne rencontrerais jamais. Je me suis assise par terre, le froid du carrelage s'infiltrant à travers mon jean, tenant ce papier comme s'il pouvait m'ancrer. Mon père m'avait dit un jour, quand j'étais petite et que j'apprenais à réparer le carburateur de son camion, un système ne fonctionne que si chaque boulon est bien serré. Une seule pièce desserrée, et tout s'écroule. Il l'avait dit comme une leçon, un avertissement sur l'attention aux détails. Mais maintenant, assise là avec son nom imprimé sur le fax qui m'avait dépouillé de mon dossier, j'ai compris ce qu'il voulait vraiment dire. Il n'avait pas seulement desserré un boulon, il l'avait arraché. Il ne lui suffisait pas de remettre en question mon service. Il avait besoin de le démanteler, de démonter chaque pièce de ce que j'étais devenu jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien qui puisse menacer sa version de lui-même. Car si mon service était réel, alors son échec l'était aussi. Je me suis adossé au mur, le papier toujours entre mes mains. Le silence de l'appartement pesait lourdement sur moi. J'ai essayé de respirer, de penser à ce qu'il fallait faire ensuite, mais tout ce que j'entendais, c'était l'écho de sa voix. La croyance ne répare pas les mensonges. Pendant des années, j'avais essayé de gagner sa foi. Maintenant, je réalisais qu'il n'en avait jamais eu à donner. Dehors, le vent s'est levé, sifflant à travers les fentes du cadre de la fenêtre. J'ai regardé mon faible reflet dans la vitre, les yeux fatigués, la mâchoire têtue, et je me suis demandé quand j'avais commencé à lui ressembler autant. Je me suis dit de ne pas pleurer, que j'avais survécu à des tempêtes pires que celle-ci, qu'un morceau de papier manquant ne pouvait pas défaire ce que j'avais fait. Mais ce n'est pas le dossier manquant qui m'a brisé. C'est de savoir que la personne qui aurait dû me défendre avait choisi de m'effacer à la place. Au moment où j'ai éteint la lumière et me suis glissé dans mon lit, je savais que le sommeil ne viendrait pas. Mon esprit revenait sans cesse à une vérité, une que je ne pouvais pas ignorer. Il n'avait pas besoin de preuves que j'avais menti. Il avait besoin de preuves que j'avais échoué. Et la partie la plus cruelle était de savoir qu'il l'avait enfin obtenu. Non pas parce que j'étais coupable, mais parce qu'il avait décidé que je l'étais. Le même homme qui m'avait appris à stabiliser mes mains en réparant un boulon desserré venait de démanteler la dernière chose qui nous unissait. Le prétoire sentait légèrement la poussière et le vieux cirage à bois. Chaque son portait trop loin. Le grincement des bancs, le frottement des chaussures, le crissement d'un stylo. J'avais été dans des endroits plus silencieux, mais jamais où le silence semblait si accusateur. C'était la première audience. Mon père était assis à quelques mètres de moi, sans jamais me regarder. L'avocat à ses côtés, le même homme qui avait porté un toast à mon admission dans l'armée de l'air toutes ces années auparavant, feuilletait maintenant ses notes avec un calme chirurgical. Quand il se leva, sa voix était douce, confiante, exercée. « Votre honneur », dit-il en présentant un dossier de documents. La fille de mon client prétend avoir servi, mais le dossier officiel ne montre aucun déploiement actif. Elle a fabriqué une lettre de citation pour étayer une fausse affirmation de service. Les mots restèrent en suspens dans l'air comme de la fumée. Le public murmura. Quelques personnes se penchèrent en avant. J'entendais mon propre pouls dans mes oreilles. Je me levai lentement, ma voix plus stable que mon cœur. Je ne peux pas présenter les journaux de déploiement. Ils sont scellés en vertu de la classification du ministère des Armées. Un instant, le juge me regarda, le front plissé. Mon père laissa échapper un petit rire sans joie, à peine audible, mais assez vif pour trancher le silence. Comme c'est pratique, marmonna-t-il. Je serrai le bord de la table si fort que mes jointures me brûlèrent. Chaque instinct me criait de hurler, de leur dire ce que cette mission avait coûté, de lui rappeler que j'avais passé 18 heures sans sommeil à maintenir des hommes en vie dans un cyclone pendant qu'il était à la maison à changer des bougies d'allumage. Mais le tribunal n'était pas un lieu pour l'émotion. C'était un lieu pour l'épreuve. Et les miennes étaient verrouillées derrière un mur de secret. Mon avocat demanda un report, une chance d'appeler un témoin, le colonel Marc-Antoine Verdier, mon ancien commandant. Le juge approuva la motion. La prochaine audience fut fixée 2 semaines plus tard. Quand j'avais quitté l'armée de l'air,
Verdier m'avait serré la main et dit, « Si jamais vous avez besoin de moi, je serai là. » C'était une promesse simple, et je l'avais cru. Mais l'assignation que nous avions envoyée nous fut retournée non signée. Pas d'adresse de suivi, pas de message, rien. La nuit précédant la nouvelle audience, j'ai à peine dormi. J'ai rêvé de statique, celle qui bourdonne dans une radio avant qu'une voix ne perce. Écho 7, vous me recevez. Je m'entendis répondre, calme et automatique. Bien reçu. Puis vint sa voix, stable, autoritaire, un souvenir plus qu'un son. Tenez votre ligne. Je me suis réveillé le cœur battant à tout rompre et la pluie tapant fort contre la fenêtre. La tempête dehors reflétait celle dans ma poitrine. J'ai allumé la lampe. Sur le bureau à côté se trouvait mon épingle de l'armée de l'air. Les petites ailes d'argent ternies par l'âge. J'ai passé mon pouce dessus, et pour la première fois depuis longtemps, elle me parut lourde, froide. Au matin, la pluie n'avait pas cessé. Les marches du palais de justice étaient glissantes, le genre de matin gris qui rendait tout flou sur les bords. À l'intérieur, les mêmes visages attendaient. Le juge, les avocats, le même public d'étrangers venus assister à la déchirure d'une famille. La dernière rangée était vide. Pas de colonel Verdier, pas de lettres, pas de miracle. Quand le juge a ouvert la séance, je savais déjà comment cela allait se passer. L'avocat de mon père a exposé ses arguments avec la confiance d'un homme qui avait déjà gagné. Il a passé en revue chaque morceau de papier comme s'il dirigeait un orchestre, accusation après accusation, polie et répétée. Il a terminé par une phrase calme et mesurée. La charge de la preuve incombe à la défenderesse. Le juge a hoché la tête. Mademoiselle Dubois, vous aurez 48 heures pour soumettre toute preuve ou témoignage supplémentaire. Après quoi, nous passerons au jugement sommaire. Je voulais leur dire que certaines choses ne pouvaient pas être prouvées sur papier, que l'honneur n'était pas quelque chose que l'on classait ou que l'on notariait, mais au lieu de cela, j'ai simplement hoché la tête. La main de mon avocat a frôlé la mienne, un rappel silencieux de rester calme. Quand ce fut terminé, j'ai rassemblé mes documents et je suis sorti, ignorant les regards curieux du public. Mon père était toujours assis quand je suis passé devant lui, la tête baissée, rangeant des papiers en une pile nette. J'ai attendu qu'il lève les yeux, mais il ne l'a pas fait. Dehors, la pluie tombait plus fort. Elle a trempé mon manteau avant que j'atteigne le bas des marches du palais de justice. Le froid me mordait la peau, mais j'ai continué à marcher, chaque pas résonnant sur la pierre comme un petit défi. Quelque part derrière moi, une porte s'est ouverte. Mademoiselle Dubois. La voix était faible, presque perdue dans la pluie. Je me suis retourné, le cœur bondissant, espérant, attendant le voir. Le colonel Verdier, peut-être arrivé trop tard, mais arrivé quand même. Mais il n'y avait qu'un homme dans un manteau sombre au bout du couloir, son visage caché par le bord de son chapeau. Il s'est arrêté comme s'il décidait de s'approcher, puis s'est retourné et a disparu dans le couloir. Je suis resté là un long moment, le regardant partir jusqu'à ce que la porte se referme. Puis je suis allé à ma voiture, l'eau dégoulinant de mes cheveux, mes mains tremblant alors que je cherchais mes clés. Quand je me suis finalement assise à l'intérieur, le bruit de la pluie contre le pare-brise s'est intensifié, noyant tout le reste. J'ai appuyé mon front contre le volant et j'ai laissé le calme s'installer. Il y a des moments où même le chagrin est trop grand pour les larmes. C'en était un. Quelque part, mon dossier avait disparu. Mon témoin s'était évanoui. Mon père m'avait transformé en ennemi, et la seule personne qui restait pour me défendre, c'était moi. Pourtant, alors que les essuie-glaces balayaient l'eau, je me suis surprise à murmurer dans la voiture vide, les mêmes mots que j'avais prononcés autrefois dans la statique. Tenez votre ligne. La tempête dehors ne s'est pas calmée. Moi non plus. 2 semaines plus tard, l'audience finale a commencé. Le prétoire était bondé. Chaque banc était occupé, chaque coin rempli de visages curieux. Je pouvais sentir le bourdonnement de l'attente avant même qu'un mot ne soit prononcé. Des journalistes attendaient avec leurs appareils photo en position. Le moulin à rumeurs de la petite ville avait déjà transformé ma vie en spectacle. Le titre aurait pu s'écrire de lui-même, une femme de la région accusée par son propre père d'usurpation du statut de combattant. J'avais choisi de porter mon vieil uniforme. Le tissu bleu était délavé. Les plis plus souples après des années passées pliés, mais je l'avais repassé jusqu'à ce que chaque couture soit droite.
L'épingle en argent de l'armée de l'air brillait sous les lumières du tribunal. Je ne portais pas les médailles. Je n'en avais pas besoin. Je n'étais pas venu pour prouver que j'étais héroïque, seulement honnête. Lorsque l'huissier a ouvert la séance, le juge Harper a frappé une fois de son marteau. Procédons, a-t-il dit, et l'air a semblé se tendre. L'avocat de mon père s'est levé. Son ton était calme, confiant, le genre de sang-froid exercé qui faisait de la vérité une performance. Votre honneur, la défense n'a toujours pas fourni de preuves vérifiables de déploiement actif. La charge de la preuve incombe entièrement à mademoiselle Dubois. Je me suis levé, j'ai remis mes documents, ma carte militaire, mes évaluations de formation, mes papiers de libération honorable. Il les a feuilletés avec un léger sourire narquois, comme si l'issue avait déjà été écrite. Toujours rien qui ne vérifie un déploiement, a-t-il dit, fermant le dossier d'un claquement sec. Mon père était assis au premier rang, les bras croisés, son expression vide, mais sa posture rigide. Je l'ai regardé, non pas avec colère cette fois, mais avec cette douleur silencieuse qui vient quand on voit enfin quelqu'un exactement tel qu'il est. « Papa » ai-je demandé doucement. « Crois-tu vraiment que je mentirais sur le fait d'avoir servi ?» Il a croisé mon regard pour la première fois de la matinée. « Je crois ce que je vois, et je ne vois pas de preuves. » Les mots ont atterri plus durement que n'importe quelle accusation. La salle était si silencieuse qu'on pouvait entendre le léger roulement d'un stylo tombant d'un bureau et heurtant le sol. Même ce petit bruit semblait résonner. Le regard du juge Harper passa de moi à la greffière. « S'il n'y a pas d'autres témoins. » La porte au fond du prétoire grinça en s'ouvrant. La voix d'un homme perça, profonde et stable. « Votre honneur, permission de parler en tant que témoin expert. » Toutes les têtes se tournèrent. Une grande silhouette s'avança de la foule, larges épaules, cheveux argentés aux tempes, la posture indubitable de quelqu'un qui a passé des décennies en uniforme. Il portait une mallette en cuir et une autorité tranquille qui fit taire les chuchotements. Le juge haussa un sourcil. « Colonel, vous n'étiez pas listé comme témoin. » L'homme s'approcha de la barre, sortant une carte d'identité de sa veste. « Colonel Marc-Antoine Verdier, armée de l'air et de l'espace, à la retraite. » Un instant, j'ai oublié comment respirer. Je ne l'avais pas vu depuis des années. Pas depuis la Réunion. Pas depuis la nuit où nous avions sauvé ces avions de la tempête. Non, monsieur, continua-t-il. Je n'étais pas listé, mais j'apporte des preuves que le tribunal n'a pas vues. Mon père se leva brusquement. C'est absurde. Il n'a aucun droit. Le marteau du juge Harper s'abattit avec force. Monsieur Dubois, asseyez-vous ou je vous fais l'expulser. L'énergie dans la pièce changea. Le doute fit place à la tension, et la tension à un espoir vif, presque tangible. Le colonel Verdier ouvrit sa mallette et en sortit un épais dossier relié par une couverture rouge estampillée d'un seul titre en gras, Documents déclassifiés, Opération Refuge Austral. Il le posa soigneusement sur le banc du juge. Le sergent Béatrice Dubois, indicatif d'appel Écho 7, a été déployé dans le cadre de l'opération Refuge Austral, une mission de secours humanitaire classifiée sous la protection du ministère des Armées jusqu'à cette année. Pendant une seconde, je ne pus bouger. Mon esprit rejouait la tempête, les appels radio frénétiques, les visages que je n'avais jamais oubliés. Tout me revint en mémoire. Les 18 heures qui m'avaient défini, maintenant réduites à un seul document que personne n'avait été autorisé à voir jusqu'à présent. Le public éclata en chuchotements. L'avocat de mon père tenta de se reprendre, sa voix plus aiguë qu'auparavant. Nous avons besoin d'une vérification de l'authenticité. Le colonel Verdier hocha la tête une fois, imperturbable. Voici la lettre de citation signée, copie originale, et une note manuscrite du commandant de la mission confirmant ses actions. Il posa les deux sur la table devant le juge. Le papier bruissa comme le tonnerre dans le silence. Le juge Harper étudia les documents attentivement, les yeux plissés pendant sa lecture. Quand il releva la tête, le doute sur son visage avait disparu. Mais Verdier n'avait pas fini. Il plongea une fois de plus la main dans sa mallette et en sortit une enveloppe jaunie par le temps, ses bords ramollis par des années de conservation. Il la brandit. Et un dernier élément, dit-il tranquillement. Cette lettre m'a été envoyée par Madame Diane Dubois, sa mère, après la mission, remerciant notre unité d'avoir gardé sa fille en sécurité. Une vague d'immobilité balaya le prétoire. Je reconnus instantanément l'écriture,
petite, bouclée, stable, celle de ma mère. Le visage de mon père perdit toute couleur. Il se leva à moitié de son siège, sa voix se brisant. Cette lettre. Assez, monsieur Dubois, l'avertit le juge. Un autre éclat et vous serez escorté dehors. Le colonel Verdier plia soigneusement la lettre et la posa devant moi. Ses yeux s'adoucirent. Elle a mérité sa place. Votre honneur, les dossiers et les mots de sa mère le confirment tous deux. Je ne pouvais pas parler. Le papier tremblait entre mes mains. Ma mère avait écrit cette lettre plus d'une décennie auparavant, et d'une manière ou d'une autre, elle avait survécu, attendant tranquillement dans un tiroir de dossiers classifiés jusqu'à aujourd'hui. Pendant un long moment, le juge Harper ne dit rien. Puis il se pencha en arrière, expira et abattit son marteau. Ce tribunal reconnaît le service de mademoiselle Dubois comme valide et honorable. Affaire classée. Pas d'applaudissements. Pas de son du tout. Juste l'immobilité creuse de la vérité s'installant dans la pièce. En face de moi, mon père baissa la tête. L'homme qui m'avait appris ce que signifiait l'honneur était maintenant assis, immobile, les mains tremblantes sur ses genoux. J'avais pensé que je ressentirais du triomphe à ce moment, de la justification. Mais tout ce que je ressentis, ce fut un étrange silence douloureux. Les journalistes abaissèrent leurs appareils photo. Les gens de la ville chuchotaient entre eux. Je restais juste là, fixant la lumière du soleil qui filtrait par les hautes fenêtres, atterrissant directement sur l'épingle de l'armée de l'air sur mon cœur. Elle scintillait faiblement à la lumière. Une petite preuve, mais stable, que tout ce qu'il avait essayé d'effacer avait survécu. Et pour la première fois depuis que tout cela avait commencé, j'ai compris ce que signifiait vraiment gagner. Pas de la joie, pas du soulagement, juste le calme simple et lourd qui vient quand une blessure cesse de saigner mais n'a pas encore guéri. Après que le marteau soit tombé et que le prétoire ait commencé à se vider, je suis resté immobile un long moment. Les gens défilaient, leur voix basse comme s'ils avaient été témoins de quelque chose de trop fragile pour être dérangés. Finalement, la greffière a annoncé une suspension de 30 minutes pour archiver les dossiers. Je suis sorti dans le couloir, reconnaissante du calme. Le couloir s'étendait sous des lumières fluorescentes vacillantes. Chaque pas résonnait faiblement contre le carrelage, un rythme étrange entre l'épuisement et l'incrédulité. Je pouvais encore sentir le poids du verdict dans ma poitrine, comme un battement de cœur qui refusait de se calmer. Le colonel Verdier attendait près de la sortie, les mains jointes dans le dos, de la même manière qu'il se tenait pendant les briefings. Un instant, j'ai failli ne pas le reconnaître sans son uniforme. Il m'a adressé un petit sourire quand nos regards se sont croisés. « Vous n'étiez pas obligé de venir », ai-je dit doucement. « Si, je l'étais », a-t-il répondu, et la fermeté de sa voix m'a ancré. « La lettre de votre mère m'est parvenue juste avant que je ne prenne ma retraite. Elle m'a demandé de la garder. Elle a dit, un jour, elle en aura peut-être besoin. » Ma gorge s'est nouée. J'ai mordu ma lèvre pour ne pas pleurer. « Je pensais que vous m'aviez oublié. » Il a secoué la tête. Personne n'oubliait Cosette. Quelque chose dans sa façon de le dire a brisé le mur que j'avais construit autour de moi. Pendant des années, j'avais porté mon service seul, incertaine même de sa valeur. L'entendre le dire comme un fait, comme si mon nom signifiait encore quelque chose, l'a rendu réel à nouveau. Il a posé une main sur mon épaule, sa poigne ferme et chaude. « Votre père, » a-t-il dit tranquillement. « Ce n'est pas votre ennemi. C'est juste un homme qui ne s'est jamais pardonné. » J'ai dégluti difficilement. « Pensez-vous qu'il me pardonnera un jour ?» Il m'a regardé avec une douceur qui n'avait pas besoin de mots. « Il n'a pas besoin de le faire. Vous lui avez déjà pardonné en vous présentant ici. » C'était ça. Le moment où j'ai senti quelque chose changer en moi. Pas une libération, pas un soulagement, juste de la compréhension. Pour la première fois depuis des mois, je n'étais pas en colère. J'étais simplement fatigué et libre. Quand je suis sorti au soleil, une foule s'était rassemblée sur les marches du palais de justice. Des journalistes pointaient des microphones vers moi, criant des questions qui se ressemblaient toutes. « Mademoiselle Dubois, qu'est-ce que ça fait d'être innocentée ?» J'ai fait une pause, le bruit se fondant en un long bourdonnement. « Il ne s'agit pas d'être innocenté », ai-je finalement dit. Il s'agit de se souvenir de la raison pour laquelle nous servons. Des flashs ont crépité, aveuglant pendant une seconde. Je me suis détourné.
De l'autre côté de la rue, j'ai vu mon père. Il ne me regardait pas. Son regard était fixé quelque part sur le sol. Ses épaules légèrement voûtées, les mains enfouies profondément dans les poches de son manteau. L'homme qui se tenait autrefois plus grand que quiconque que je connaissais semblait soudain plus petit, plus silencieux, plus vieux. Je voulais l'appeler, combler l'espace entre nous, mais ma gorge s'est nouée. Il n'a pas levé les yeux, et je n'ai pas bougé. Nous sommes restés là, séparés par une simple portion de route et des années d'incompréhension. Puis, lentement, il s'est retourné et s'est éloigné. Je l'ai regardé disparaître dans la foule de l'après-midi, sa silhouette se fondant dans le mouvement des étrangers. Nous allions maintenant dans des directions opposées, mais pour la première fois, je savais que nous portions tous les deux la même chose. La lettre qui avait survécu à tout le reste. Ses mots, sa foi, son amour assez fort pour durer plus longtemps que le silence. Et d'une certaine manière, c'était suffisant. La pluie a commencé comme un murmure, le genre qui laisse à peine une marque sur votre manteau jusqu'à ce que vous réalisiez que vous êtes trempé. Je suis sorti du palais de justice dans le froid du début mars. Le vent des Alpes balayait les marches comme un avertissement. Derrière moi, des voix s'élevaient, des journalistes criant des questions, des appareils photo crépitants, une douzaine d'étrangers essayant de capturer une histoire qu'ils ne comprendraient jamais vraiment. Leurs mots se sont fondus en un bruit parasite. Tout ce que j'entendais, c'était mon cœur. Lent, régulier, étranger dans son calme. L'affaire était terminée. La vérité avait parlé d'elle-même. Justice, diraient les gens, justification, clôture, mais aucun de ces mots ne semblait réel. L'honneur, une fois restauré, me paraissait plus lourd que dans mon souvenir. Comme une pierre que j'avais été forcé de porter en haut d'une colline, pour réaliser seulement que le poids ne s'allégeait pas une fois arrivé au sommet. Je me suis retrouvé à marcher sans but jusqu'à ce que j'atterrisse au petit café que ma mère aimait tant. Il sentait encore le pain et la cannelle, les mêmes tasses ébréchées alignées sur l'étagère du fond. Je me suis assise à sa table préférée, celle près de la fenêtre où la lumière était douce le matin. La serveuse m'a apporté une tasse que je n'avais pas demandée. Je l'ai laissée intacte, la vapeur s'enroulant dans l'air. Dehors, la pluie traçait de fines rivières sur la vitre, brouillant le monde en forme et en couleur. Dans le reflet, j'ai vu une femme qui venait de gagner son procès, mais le visage qui me fixait n'avait pas l'air victorieux. J'ai pensé à mon père, à la façon dont il était resté assis pendant le verdict, rigide, silencieux, impassible, comme si rester immobile pouvait empêcher sa fierté de s'effondrer. Il ne m'a pas regardé une seule fois. Et soudain, je me suis souvenu d'un autre jour, il y a des années, debout avec lui au meeting aérien du département. Je ne devais pas avoir plus de 12 ans. Il avait pointé le ciel vers une formation de jets traçant des lignes blanches dans le bleu et avait dit « Tu vois ça ? C'est à ça que ressemble le vrai service. » À l'époque, je pensais avoir compris ce qu'il voulait dire. Maintenant, je n'en étais plus si sûr, car j'avais été là, dans ce ciel. J'avais vécu dans le rugissement et le silence radio, dans l'espace entre la peur et le devoir. J'avais servi, et pourtant, ce n'était toujours pas assez réel pour lui. Mon téléphone a vibré contre la table. J'ai regardé l'écran un moment avant de répondre. C'est Denis. La voix de mon frère tremblait. Et même avant qu'il ne prononce les mots, je savais. Papa ne va pas bien. Son cœur recommence à faire des siennes. Il n'a pas dit un mot depuis le procès. J'ai pressé mon pouce sur le bord de la tasse, regardant les ondulations dans le café noir s'immobiliser. Le bruit de la pluie a rempli le silence entre nous. Il n'arrête pas de fixer la photo de maman, ajouta doucement Denis. Peut-être que tu devrais venir. Un instant, je n'ai pas pu respirer. Ce n'était plus de la colère qui me remplissait. C'était quelque chose de plus froid, de plus lourd, en forme de deuil mais pas tout à fait pareil. D'accord, ai-je finalement dit. Je viens. Quand l'appel s'est terminé, je suis resté assise là un long moment, mais maintenant toujours le téléphone. J'ai regardé les feux de circulation se refléter sur le trottoir mouillé. Des traînées rouges et blanches coupant le gris. Sur la table à côté de moi, mon épingle de l'armée de l'air a capté la lueur d'une voiture qui passait. Le métal a brillé une brève seconde, vif, net, presque beau, puis s'est estompé dans l'ombre. Cette lumière m'a semblé être la vérité elle-même. Fugace, durement gagnée, mais trop froide pour vous réchauffer une fois qu'elle est vôtre. J'ai laissé le café intact. Dehors,
la pluie s'était transformée en bruine. J'ai resserré mon manteau et j'ai commencé à marcher vers ma voiture, le bruit de mes bottes résonnant sur le pavé mouillé. Quelque part au loin, le tonnerre a grondé bas contre les montagnes. La justice avait été rendue, oui, mais la justice n'avait rien à dire sur l'amour. Et alors que je conduisais vers l'horizon gris, la route serpentant vers la maison où je m'étais juré de ne jamais retourner, j'ai réalisé quelque chose que je n'avais pas osé admettre jusqu'alors. Parfois, la victoire n'apporte pas le silence parce qu'elle est paisible. Elle apporte le silence parce qu'il n'y a plus rien à dire. Au moment où je suis arrivé chez lui, la pluie avait cessé. L'air nocturne portait cette odeur froide et propre qui vient toujours après une tempête, comme si le monde avait été rincé mais pas renouvelé. La lumière du porche était toujours allumée, vacillant faiblement, projetant des ombres pâles sur les marches familières. Je suis resté là un instant, la main suspendue au-dessus de la porte avant de la pousser. À l'intérieur, l'air était épais de silence, le genre de silence qui n'est pas paisible, juste lourd. Je pouvais entendre le doux tic-tac de l'horloge sur le mur, chaque seconde s'étirant un peu trop longtemps. Mon père était assis dans son fauteuil usé, face à l'écran de télévision sombre. La lumière d'une seule lampe attrapait l'argent dans ses cheveux, mais ses yeux regardaient ailleurs. À côté de lui, sur la table basse, une vieille boîte d'archives était ouverte, des papiers en débordant comme des fantômes. Il n'a pas levé les yeux quand je suis entré. Pendant un moment, je n'ai pas parlé non plus. J'ai juste regardé la montée et la descente de ses épaules, le léger tremblement de sa main posée sur la coudoir. Quand il a finalement parlé, sa voix était rauque, se brisant presque à chaque mot. « Je n'ai pas menti pour te faire du mal », a-t-il dit. Je ne pouvais simplement pas le supporter. « Supporter quoi ?» ai-je demandé doucement. Il a expiré. Le son ressemblait plus à une défaite qu'à un souffle. Quand j'avais ton âge, j'ai postulé à l'école technique de l'armée de l'air. J'ai échoué. Mon père a servi. Mon frère a servi. Et moi, je réparais des voitures. L'aveu flottait dans l'air, fragile et nu. J'ai senti ma gorge se serrer, les pièces commençant à s'emboîter d'une manière qui avait un sens cruel. Alors tu m'as puni pour avoir fait ce que tu ne pouvais pas faire. Il ne m'a pas regardé, il a juste fixé le vide, les yeux brillants sous la lumière de la lampe. Je me suis dit que tu n'avais pas servi, parce que si tu l'avais fait, ça voulait dire que j'étais un lâche. Le silence a suivi, assez longtemps pour faire grincer la vieille maison. Le vent pressait contre les fenêtres, mais même ce son semblait prudent, craignant d'interrompre. Tu m'as fait mal, papa, ai-je finalement dit, ma voix tremblant plus que je ne l'aurais voulu. Mais je comprends maintenant. Tu n'essayais pas de m'effacer. Tu essayais d'effacer ton échec. Pour la première fois, ses yeux ont rencontré les miens, rouges, humides, sans défense. J'avais passé des années à vouloir qu'il me regarde de cette façon. Et maintenant qu'il le faisait, cela a brisé quelque chose en moi. Il a dégluti difficilement, les muscles de sa mâchoire luttant contre le poids du regret. « Je te vois maintenant », a-t-il dit doucement. « Et je suis désolé. » Il a attrapé la boîte d'archives à côté de lui, en sortant une photographie. Les bords étaient effilochés, les couleurs fanées. C'était de ma remise de diplôme de l'armée de l'air. Moi en uniforme. Ma mère à côté de moi, son sourire assez éclatant pour éclipser le soleil du désert. Sous la photo se trouvait une vieille enveloppe, jaunie et fine. L'écriture de ma mère en boucle sur le devant, pour ma fille, quand elle aura besoin de se souvenir de qui elle est. Mes mains tremblaient en la dépliant. Le papier était fragile, comme si sa voix pouvait s'effriter si je n'étais pas assez douce. Si un jour ton service est remis en question, souviens-toi que l'honneur n'a pas besoin de témoins. Il a seulement besoin de vérité. S'il doute de toi, c'est sa peur qui parle, pas son cœur. Au moment où j'ai atteint la fin, l'encre s'était brouillée là où mes larmes étaient tombées. Elle a écrit ça après ton départ, a-t-il dit tranquillement. Je l'ai trouvée après son décès, mais je n'ai pas pu me résoudre à la lire. J'ai replié la lettre le long de ses anciens plis, puis j'ai tendu la main à travers le petit espace entre nous. Sa main était froide, la peau rugueuse, familière d'une manière qui faisait mal. Je l'ai prise quand même. Alors lisons-la ensemble cette fois, ai-je dit. Il a hoché la tête, sa prise se resserrant juste un peu. L'horloge continuait son tic-tac, régulier et lent, tandis que la lampe jetait une douce lueur dorée sur nous. La pièce sentait légèrement la poussière et le vieux cirage à bois.
Mais elles semblaient différentes maintenant, plus légères en quelque sorte. Deux mains, l'une qui avait condamné, l'une qui avait résisté, reposaient ensemble sur un seul morceau de papier qui avait survécu à la fois à la guerre et au silence. Pendant des années, la vérité entre nous avait été enfouie sous la fierté, la colère et le bruit de tout ce qui n'était pas dit. Mais dans ce moment de calme, j'ai compris quelque chose que ma mère devait savoir depuis le début. Le pardon n'a pas besoin d'être prononcé à voix haute pour exister. Il a juste besoin de deux personnes prêtes à rester dans la même pièce assez longtemps pour le trouver. Le vent dehors s'est calmé, frôlant doucement la maison comme pour signifier son approbation. J'ai regardé à nouveau la lettre, ces mots. Simple, certain, inébranlable. Et j'ai réalisé qu'elle ne l'avait pas écrite pour moi seul. C'était pour lui aussi. Pour nous deux. Une confession pour une fille qui doutait de sa valeur et une miséricorde pour un homme qui ne s'était jamais pardonné. Pour la première fois depuis des années, le silence entre nous n'était pas quelque chose à fuir. C'était quelque chose à garder. Le printemps est arrivé lentement en Haute-Savoie cette année-là. Au moment où la neige a fondu des sommets du Mont Blanc, l'air sentait légèrement le pain dégelé et l'huile de moteur des petits hangars près de l'IUT. La vie s'était installée dans quelque chose de stable à nouveau, calme, mais plus vide. Quand je suis retourné au travail, le premier matin du nouveau semestre semblait différent. La salle de classe bourdonnait de conversations à voix basse et du grattement des chaises. La plupart de mes étudiants étaient des vétérans, de jeunes hommes et femmes aux yeux vifs qui portaient leurs propres cicatrices sous leurs manches. On pouvait le voir dans leur façon de s'asseoir, le dos droit, les mains immobiles, toujours prêts à ce que quelque chose tourne mal. J'ai posé mes livres sur le bureau, puis j'ai soigneusement placé un petit cadre en bois à côté. À l'intérieur se trouvait l'épingle en argent que j'avais portée au combat. Écho 7, maintenant poli et enfermé sous verre. Mon père avait fabriqué le cadre lui-même. Les coins n'étaient pas parfaits, mais la fabrication était solide, sûre. Quand je l'avais trouvé sur mon paillasson quelques semaines plus tôt, il n'y avait pas de mots joints. Il n'en avait pas besoin. J'avais compris ce que cela signifiait. Certaines excuses ne viennent pas en mots. Elles viennent dans l'acte silencieux de remettre quelque chose de cassé à sa place. Les étudiants se sont calmés alors que je commençais. La lumière du matin se déversait à travers les hautes fenêtres, traçant des lignes d'or sur les bureaux en métal. Dehors, le faible bourdonnement des moteurs d'avion montait et descendait, un son que je n'avais jamais cessé d'aimer. Aujourd'hui, leur ai-je dit, nous allons parler de responsabilité. Pas celle imprimée dans les manuels, mais celle qui vit entre vos mains. Vous ne verrez peut-être jamais les pilotes que vous sauvez, mais leur vie dépend de votre précision. Quelques-uns d'entre eux ont hoché la tête, griffonnant des notes. Du fond de la salle, j'ai remarqué un mouvement. Mon père s'était glissé à l'intérieur, silencieux comme toujours. Il portait sa vieille chemise bleue, les manches retroussées jusqu'au coude. Quand la classe s'est levée automatiquement pour le saluer, il a fait un petit signe de tête et s'est assis au dernier rang. Un instant, j'ai oublié ce que je disais. La lumière qui passait par la fenêtre atterrissait directement sur lui, douce et indulgente. Il semblait plus petit en quelque sorte, moins certain, mais plus libre. Je me suis éclairci la gorge et j'ai continué. Au milieu de la leçon, l'un des plus jeunes étudiants a levé la main. « Madame, qu'est-ce que Écho 7 ? Pourquoi ce nom ?» J'ai baissé les yeux vers l'épingle encadrée, sur la façon dont elle captait la lumière du soleil, et j'ai souri. Parce que les échos durent plus longtemps que le bruit. La classe est restée silencieuse un instant. Le genre de silence qui signifie que quelqu'un écoute vraiment. Puis, du fond, un son a percé, une paire de mains applaudissant. Mon père. Il s'est levé en le faisant, ses yeux brillants de quelque chose qui ressemblait beaucoup à de la fierté. Le reste de la classe a suivi, remplissant la pièce d'applaudissements qui ressemblait moins à une célébration qu'à une reconnaissance. Je n'ai pas parlé. J'ai juste hoché la tête une fois et souri. Après le cours, les étudiants sont sortis un par un jusqu'à ce qu'il ne reste plus que nous deux. Il a attendu près de la porte, les mains dans les poches, cette incertitude familière adoucissant ses épaules. Nous sommes sortis ensemble dans l'air vif du printemps. Le vent portait l'odeur du kérosène de la piste d'atterrissage voisine, se mêlant à la douceur des nouvelles feuilles. « Ta mère aurait été fière », a-t-il dit tranquillement. J'ai croisé son regard, la douleur dans ma poitrine maintenant chaude au lieu d'être vive. « Elle l'est toujours », ai-je répondu. Il a hoché la tête,
sa main rugueuse et usée par le travail reposant sur mon épaule. Le geste était simple, mais il portait le poids de toutes les excuses qu'il n'avait jamais prononcées. Nous sommes restés là un moment, aucun de nous n'ayant besoin de combler le silence. Les arbres se balançaient doucement dans le vent, et quelque part au-dessus, un avion a traversé le ciel, laissant une traînée pâle qui s'estompait lentement dans le bleu. Il m'est alors venu à l'esprit que certaines choses, l'honneur, l'amour, le pardon, ne disparaissent pas avec le temps. Elles résonnent. Et pour la première fois depuis des années, l'écho ne faisait pas mal. Il chantait.